Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être présents pour répondre à nos questions. Donc la première, elle va être liée vraiment au contexte international de crise des matières premières, d'inflation. Est-ce que c'est vraiment le bon moment de se lancer dans l'entrepreneuriat selon vous? Alors je vais répondre. Non, je vais répondre parce que je fais de l'industrie. Et je suis associé au groupe SEB, qui est un groupe qui a 165 ans d'histoire, je crois, et qui me dit que depuis, à part les 2 guerres mondiales, on n'a jamais eu un contexte aussi difficile. Alors, je vais répondre à votre question. Donc les matières premières, le fret, la parité euro-dollar, la pénurie des composants, la pénurie des puces. Alors pour répondre, dans l'industrie, c'est le pire moment pour se lancer. Dans le reste, peut-être pas, mais dans l'industrie, je vais être clair, c'est vraiment le pire moment pour démarrer. C'est aussi le meilleur parce que c'était tellement difficile de se lancer que ceux qui se lancent sont un peu seuls. Donc ça évite quand même qu'il y ait des pléthores de concurrents qui se lancent au même moment. Mais voilà, donc c'est pas une période facile. On voit qu'il y a beaucoup de réussites néanmoins qui ont commencé pendant une crise parce que en cycle baissier, on sait qu'il va falloir 3-4 ans pour que le cycle haussier revienne et encore plus pour les investisseurs, en tout cas les business angels, c'est un moment incroyable parce que les vrais investisseurs professionnels ont levé le stylo, ils ont arrêté d'investir et du coup on peut se positionner avec des valorisations qui sont beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus justifiées. Donc en tant que business angel, personnellement, je suis content de cette crise parce qu'on a 1 an pour déployer un maximum de ressources. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer, les échecs ou les succès? Un échec, c'est un problème, et un succès, c'est un bon problème. Mais dans les 2 cas, ça reste un problème. Et on apprend beaucoup plus peut-être des échecs. En tout cas, un succès, on en profite, on est content, on pense à l'avenir. Mais l'échec est reproductible quand le succès ne l'est pas. C'est-à-dire que ce qui vous a mené à un succès, si vous le reproduisez exactement de la même manière, c'est pas sûr que ça fonctionne. Alors que ce qui vous a mené à l'échec, si vous le reproduisez, vous êtes sûr que vous échouerez à nouveau. Donc l'échec, c'est quelque chose de très important. Et les jeunes qui se lancent en font beaucoup. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs très expérimentés comme Marc qui peuvent montrer la voie. Mais quand tu es jeune, tu fais forcément toutes les conneries possibles et inimaginables, mais c'est comme ça aussi que tu deviens un bon entrepreneur et c'est Xavier Niel qui disait qu'il était là pour financer l'échec parce qu'en finançant un entrepreneur qui va échouer, il sait que ça deviendra un repeat entrepreneur qui là pourra potentiellement faire de belles réussites. Qu'est-ce qui fait un peu les soft skills, pour utiliser un mot américain, de l'entrepreneur? Et il y en a 1000, j'imagine, mais chacun peut-être a sa vision. Elle évolue beaucoup parce qu'avant, l'entrepreneur qui est le patron en avait une peut-être beaucoup plus... je ne vais pas dire dictatorial, mais c'était beaucoup plus top-down comme approche, alors qu'aujourd'hui, l'entrepreneur est beaucoup plus d'équipe. Et les soft skills qui avant étaient presque mal vus, aujourd'hui sont prioritaires. Alors, si on n'a pas les soft skills, comment retenir des employés, motiver des employés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre? Alors, en fait, le soft skills aujourd'hui, c'est essentiel. Et si on se retrouve devant un entrepreneur qui n'en a pas, ben en fait, c'est assez pour dire que j'ai pas envie d'investir. Non, c'est sûr. Mais en quelques mots, on pourrait dire résilience, qui est le mot-clé, je pense, dans toutes les aventures entrepreneuriales. C'est peut-être le plus simple pour expliquer à quel point l'entrepreneuriat est compliqué. L'ambition, parce qu'il faut quand même rêver grand et faire de beaux projets, sinon ça ne sert pas à grand-chose. La passion, je pense que chaque entrepreneur qui réussit aime sa verticale, aime le secteur dans lequel il travaille. C'est aussi ce qui est passionnant en tant qu'investisseur de toucher à tous ces sujets différents. On va toucher la beauté, on va toucher le produit, on va toucher la tech, on va toucher le Web3. Donc c'est passionnant d'avoir cette culture générale business. Et puis après, la détermination, pour finir, mais qui se rapproche de la résilience, ne pas baisser les bras, ne pas abandonner. Et on dit souvent que l'entrepreneuriat et la réussite, c'est un peu comme la clé sur le trousseau, c'est toujours la dernière qui ouvre la porte. Donc c'est quand tu es au pied du mur que tu dois te réinventer. Et c'est souvent là qu'on voit des pivots justement qui sont successful parce que tu dois avoir un sens business, tu dois économiser. Et là, on le voit avec le Covid, les difficultés de financement. Tous les entrepreneurs ont revu leur business plan. Et typiquement, ça en a sauvé plus d'un. Même nous, chez Feed, ça nous a permis d'avoir une nouvelle vision et d'être beaucoup moins dépensier parce qu'on était un peu dépendant de l'acquisition des levées de fonds. Et aujourd'hui, on a réinventé le modèle pour être à l'équilibre et ça a changé complètement notre dépendance aux fonds d'investissement. Marc, est-ce que oui? Alors, tout ça, c'est vrai. Puis finalement, en me posant la question, en disant « Qu'est-ce que tu as eu comme talent ?» J'en ai eu qu'un. C'est d'avoir réussi à attirer des gens meilleurs que moi partout et tout le temps. Parce que finalement, l'entrepreneur, il est bon dans ce qu'il fait, mais il a besoin d'un tas de gens qui sont vraiment très bons et bien meilleurs que lui sur plein de sujets. Et c'est quand même une démarche mentale qui n'est pas simple, parce qu'un entrepreneur, ça a souvent un gros ego. Quand on est bon quelque part, on pense qu'on est bon partout. Et c'est un long chemin pour comprendre que non, on n'est pas bon partout, il y a des gens bien meilleurs. Et arriver à attirer des gens bien meilleurs que soi, à mon avis, c'est le talent essentiel d'un entrepreneur.
Et vous avez trouvé la recette Oh alors oui. pour... Moi, je fais plus rien. Je prends que des gens meilleurs que moi. Mais Et pour les fa- attirer justement. comment vous faites Je leur donne ma vision et mon enthousiasme et l'envie de bosser avec moi, mais c'est tout, quoi. Et je vois à quel point c'est formidable de travailler avec des gens formidables. Et vous, alors donc pour attirer aussi, bien vous entourer, bien vous associer. Moi, je dis que je connais Marc, et comme ça, les gens viennent viennent. travailler Oui, c'est ça. avec moi, donc c'est ma technique. Très drôle. Alors, en effet, on bâtit pas une entreprise seule. Alors, évidemment, l'équipe, c'est tout. C'est d'avoir des gens compétents autour de soi et voilà, de savoir bien s'entourer. C'est l'essentiel. Est-ce qu'il y a une dichotomie entre le fait d'être leader et manager, par exemple? Est-ce que vous effectuez une distinction Bien et, sûr, et énorme. comment ouais. Ah oui, oui, évidemment. Alors moi, j'avais trouvé cette formule, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais enfin, je n'ai pas trouvé mieux depuis. Il y a des gens qui s'appellent les haies et les mais. Les haies, c'est des gens à qui vous dites on va faire un truc, et le mec va dire ah oui, mais on va faire ça, et ça, et ça, et ça. Lui, c'est un entrepreneur. Et puis vous avez le manager qui veut dire mais ça va être cher, mais ça va être long, mais est-ce que c'est sûr, mais voilà. Et il y a les mais. Et il faut les deux. Oui. Et c'est pas les mêmes. Et c'est pas les Et mêmes. c'est pas les c'est mêmes. pas les Et mêmes. si vous mettez que des mais ou que des et, ça va être vraiment compliqué. Donc il faut bien équilibrer les deux visions. Voilà, c'est deux mondes à part, c'est deux personnalités à part et c'est deux talents complètement à part. Et encore une fois, il faut avoir l'humilité, je pense, de reconnaître qu'on n'est pas des bons managers. Moi, le premier, il y a vraiment une différence entre le leader qui va porter la vision, qui va mettre de l'énergie, qui va essayer d'atteindre une mission, et puis les managers du quotidien qui sont des opérationnels, qui aiment le contact humain, qui vont faire des points d'étape régulièrement avec toutes les équipes. Et ça, c'est quelque chose de très nécessaire. Moi, typiquement, je suis mauvais là-dedans. J'aime bien travailler seul dans mon coin, mais j'ai heureusement des lieutenants à mes côtés qui vont vraiment être capables de fédérer, de faire ruisseler l'énergie. Donc savoir s'entourer, comme l'a dit très justement Marc, c'est la clé. Ce qui est très dur au début, c'est que tu n'as pas les moyens. Il y a une vraie différence entre quand tu n'as pas l'oseille du début et que tu es inconnu et que ton projet, personne ne le connaît. C'est très dur de recruter des bons talents parce qu'ils préfèrent aller dans des startups qui ont levé beaucoup d'argent, qui peuvent bien les payer. Donc il faut aussi utiliser des mécanismes comme les BSPCE, donc incentiver les employés sur la réussite future de la société. Mais les BSPCE, on en revient en ce moment, c'est de moins en moins sexy, les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas les exercer, donc pas vraiment gagner de l'argent. Donc encore une fois, il va falloir miser sur l'humain, sur l'émotion, motiver des gens à vous suivre, et c'est une vraie étape compliquée de tout projet. Et vous parliez donc justement du fait qu'il fallait avoir les et les mais. Donc en fait, en gros, pour bien s'associer, une des clés, c'est quand même avoir, c'est pas qui se ressemble s'assemble, c'est plutôt jouer la complémentarité, si je comprends bien. Comme une équipe de sport. Ouais, c'est comme un couple, hein, c'est comme un mariage, sauf qu'on ne peut pas divorcer quand on s'associe. Donc il faut bien choisir, et c'est souvent, enfin, toutes les histoires que j'ai vues, la quasi-totalité des histoires successful que j'ai vues, c'est des équipes. C'est un tech avec un commercial, c'est un HEC avec un geek, c'est des rencontres qui donnent une étincelle qui se propage ensuite comme un feu de paille. Mais c'est rare qu'il y ait des gens qui donnent l'étincelle tout seuls et qui seuls, il y en a. Mais ce n'est pas l'immense majorité des cas. C'est souvent d'abord une histoire d'une belle rencontre. Je dirais qu'il faut avoir des compétences complémentaires, mais des valeurs communes. C'est-à-dire qu'il faut partager les grandes visions et être capable de poser une grande plateforme, donc vraiment une plateforme de marque qui va expliquer quelles sont les grandes valeurs de la société, quelle est la mission, quelle est la promesse, et ensuite, évidemment, trouver des compétences différentes, parce que si tu as 3 cofondateurs qui se complètent, un tech, un marketing et un opérationnel, c'est magnifique, parce que chacun va pouvoir dérouler à son poste. Donc bien choisir son fondateur, c'est très important. Marc a parlé des réussites qui sont toujours liées à une bonne équipe, et on peut aussi parler de tous les échecs qui sont toujours liés à des problèmes entre les fondateurs. Et là, je suis dans une société qui est en train d'imploser alors qu'elle valait 200 millions, elle allait signer une valorisation incroyable, et les fondateurs se sont tapés dans les jambes, et la boîte ne vaut plus rien aujourd'hui. Donc l'humain est la clé pour toute aventure. Et une autre position aussi souvent qu'on peut avoir en tête, c'est entre l'intuition et la réflexion. Est-ce qu'il faut équilibrer les deux, avantager l'une à un moment et puis l'autre après? Enfin, comment ça fonctionne? Écoute, moi là-dessus, je te dirais, l'intuition, elle est hyper importante à suivre. Et puis, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, plus on l'écoute, plus on l'entend et on est capable de la suivre. Donc, c'est important d'écouter cette intuition. Mais après, il faut la structurer. Donc, les deux. C'est pas un ou l'autre, mais bien les deux.
De la confirmer par la data, ouais. Moi j'aime beaucoup dire écouter l'intuition et la confirmer par la data, parce que parfois tu peux être persuadé de quelque chose et en réalité le marché n'est pas d'accord avec toi, et c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs qui font effectivement des business models très compliqués, mais ils n'ont pas parlé au marché. Et en fait, nous typiquement on était persuadés que les repas complets chez Feed ça pouvait être quelque chose d'énorme, et puis en réalité on a compris que c'était une bonne niche pour se lancer, parce qu'on avait une différenciation par rapport aux autres bars du marché, mais qui avait un plafond de verre qui allait très vite arriver. Et on a orienté vers le snacking en écoutant le consommateur, parce que quand on a fait des feedbacks et qu'on a fait des sondages, les gens nous disaient nous, vos bars repas, on les achète, on les coupe en deux et on les mange à 10h et à 16h. Je leur ai dit, mais en fait, c'est pas l'objectif du tout de notre produit. Et on a fait des bars, du coup, plus petites et différentes, avec moins de nutriments, mais adaptées en fonction des moments de la journée. Donc, toujours être capable d'écouter le consommateur, parce que c'est lui qui a la solution. Puis finalement, on peut pas mieux résumer ça qu'en disant la chance, il faut juste apprendre à en avoir. L'intuition, c'est pareil. On a de l'intuition, mais en fait, on n'a pas de l'intuition. On a pensé à beaucoup de choses qui, à la fin, vous permettent de voir ce petit sentiment d'avoir de l'intuition, mais quelqu'un qui ne réfléchit pas, il n'a pas d'intuition. L'intuition, c'est le travail final de la réflexion. Mais par contre, il faut apprendre à l'écouter et à le reconnaître. C'est ça qui est très difficile, et c'est ce qu'il disait Isabelle. Quand vous disiez aussi savoir bien s'entourer, c'est aussi apprendre à déléguer. Ça, c'est pas forcément évident. En France, on sait pas trop le faire. Je sais pas si c'est mieux ailleurs, mais là aussi, est-ce que ça peut s'apprendre? Il faut travailler dessus. Parce que la personne qui ne délègue pas, en fait, elle est le frein à sa propre croissance. Bah oui. Donc, c'est essentiel d'apprendre à bien diviser le travail, puis de s'aligner sur la vision de croissance. D'où l'intérêt de s'entourer de jambon, parce que quand on délègue sans stress, c'est pas la même vie que quand on délègue dans le désastre. Ouais, déléguer sans charge mentale, Marc a raison. Il y en a qui vont déléguer mais surveiller ce qui est fait, alors que déléguer sans vérifier, c'est là que tu peux vraiment te concentrer sur un autre sujet. Mais ça demande, ça requiert de la confiance, ça demande du temps, et c'est pas facile de trouver des profils en qui tu peux avoir confiance. Et c'est même pas une question d'argent. Là, j'ai un exemple avec quelqu'un qu'on payait très bien, mais on était obligé de tout vérifier. On disait c'est jeudi soir qu'on doit rendre ce document, et tu disais oui. Et en fait, le vendredi matin, tu étais obligé d'envoyer un mail, c'est fait. Ah non, mais aujourd'hui à 11h. Mais en fait, c'était hier soir. Et ça, c'est très dur. Et encore une fois, l'humain, le recrutement, à titre personnel, c'est là que j'ai le plus de difficultés. Tous. Et oui, je pense que tout le monde. Et c'est ça qui est horrible, parce qu'il y a des bons projets, il y a des bons produits, on sait comment lever de l'argent. Mais en fait, on grossirait tellement plus vite si on était capable d'avoir que des bonnes personnes autour de nous. Mais malheureusement, c'est impossible. Ça va, et c'est ça aussi, le défi de bâtir des équipes qui sont fortes, c'est que quand tu arrives à pouvoir avoir des gens que tu n'es pas obligé de vérifier, tu sais que ça va se faire, et qui eux-mêmes vont pouvoir compléter la vision en disant « Ah, je vais amener d'autres idées qui vont... Donc, c'est là comment on décuple la force de la croissance de l'organisation. Mais c'est un art, bâtir des équipes. Finalement, c'est un truc qu'on ne peut pas apprendre, c'est le recrutement. Ouais, c'est vraiment Ça ne s'apprend pas. C'est de l'industrie sur mesure. Vous avez beau monter toute la méthodologie que vous voulez, ça ne marche pas. Il faut arriver à... Il y a beaucoup de chances, d'opportunités. Trouver quelqu'un, l'intégrer dans une équipe, en faire quelqu'un de confiance, déléguer son stress. Si vous l'avez fait une fois, pas forcément vous le ferez une deuxième fois, c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que vous savez le faire. Ça s'apprend vraiment en fait jamais. Et c'est souvent là qu'on se plante souvent.